Je vous propose d'entendre pour commencer cette communication la voix du poète Yves Boisvert qui a écrit ceci. Quand on a traversé l'Atlantique à la nage, on ne voit pas l'intérêt de patauger dans une cuve. Il était né en 1950 à l'Avenir, en Estrie, dans l'est du Québec, une région qu'il appelait le Piémont appalachien. Nous nous sommes fréquentés plus d'une fois à Trois-Rivières, à Montréal, à Namur, chez lui, chez moi. Et en hiver, à Sherbrooke, où il résidait alors, première photo, je lui rendis visite. Et l'un de ses amis, qui était géographe, m'apprit, car nos conversations largement arrosées ne portaient pas que sur la poésie ou la politique, mais nos curiosités respectives avaient aussi un spectre qui incluait aussi bien l'histoire que l'astronomie ou la géologie. Ce géographe donc nous apprit que le plissement hercynien qui a donné lieu il y a 500 millions d'années à la formation du massif volcanique ardennais, se prolongeant sous l'Atlantique au large du Maroc, aboutissait au massif des Appalaches. Charleville et l'Avenir étaient donc volcaniquement reliés. Et si je me propose de vous entretenir de celui qui fut l'un de mes amis proches, c'est qu'il nous a quittés, bien trop tôt d'ailleurs, le 23 décembre 2012, il y a donc près d'une dizaine d'années. La bibliographie d'Yves Boisvert est importante. Du premier volume, qui a été publié aux Écrits des Forges pour 1000 oiseaux en 1974, et la même année Mourir épuise, jusqu'à Bang, paru chez le Mail éditeur en 2002, Yves Boisvert est l'auteur d'une œuvre poétique majeure dans le corpus littéraire québécois, et pourtant relativement occultée au sein de la poésie de la francophonie. En 2011, Classe moyenne et Une saison au cœur de la reine. En 2008, il publie aussi quelques sujets de Sa Majesté, radio-roman d'hyperréalisme sémantique. Et en 2012, Allégorie de la taverne à Trois-Rivières, dont on sait que c'est un des hauts lieux du Festival international de poésie. Plusieurs auteurs et poètes seront présents pour lui rendre hommage à cette occasion, et Yves lira un de ses poèmes, ce sera tout juste un mois avant son décès. En 2013 et puis en 2014 seront publiés à titre posthume une saison en paroisse mauricienne et un coffret Yves Boisvert, et plus récemment en 2021, et le lancement est en train de s'opérer actuellement au Québec pour le moment, donc les raisonnements poétiques canadiens. En ce qui concerne la réception de son œuvre en France, Yves Boisvert n'est pas un cas isolé, et ce n'est pas non plus un cas récent. En effet, celui que l'on considère comme le poète national du Québec, Octave Crémazie, né en 1827 et décédé en 1879, avait ouvert avec son frère la première librairie dans la ville de Québec. Il fait faillite en 1862 et s'enfuit à Paris et s'y installe sous un autre nom, Jules Fontaine. Sa correspondance avec l'abbé Casgrain révèle déjà une assez grande lucidité à propos de la place de la littérature canadienne de langue française vis-à-vis de la France de l'époque. Je cite, « Si notre langue, dit-il, avait été iroquoise ou huronne, les Français auraient été plus attirés par nos écrits. » Il n'y a pas que la position périphérique d'un poète du Québec pour expliquer ce décentrement. Ayant toujours joint les actes à la parole, Yves Boisvert cultivait un certain art de déplaire, fait de provocation et de franc-parler, sous lequel se dissimulait par ailleurs un homme d'une sensibilité et d'une pudeur à vif pour celui qui l'autorisait
à entrer dans le cercle de ses quelques amis. Il avait d'ailleurs écrit dans son triptyque « Les cultures décentrées » : « Ma condition résulte d'une guerre entre ce que je suis et ce que le monde dans lequel je me trouve me suppose être. » Cette description à portée sociale et politique valait aussi pour son auteur. L'œuvre d'Yves Boisvert dénote d'une conscience critique qui échappe continuellement aux petits jeux littéraires par la radicalité politique, linguistique et esthétique, mais aussi sociale, de ce militant indépendantiste de la première heure qui connut l'arrestation politique. Le poète libraire trifluvien Guy Marchand me dit de lui : « Je sais que Yves a beaucoup lu, sa culture était phénoménale. Ce qu'il a lu exactement, je ne saurais te le dire avec précision, mais il a sans doute fréquenté des écrivains pamphlétaires comme Paul Chamberlain et aussi, presque assurément, Pierre Vallière, avec entre autres son fameux livre « Nègre blanc d'Amérique » que beaucoup de Québécois ont lu. Il était bien sûr sensible à la poésie de Gaston Miron, avec toutes ses revendications indépendantistes. Il a aussi sans doute lu les virulents pamphlets de Pierre Falardeau, qui est venu un peu plus tard. Du côté des ancêtres, je suis à peu près certain qu'il a fréquenté Arthur Buyès, 1840-1901, un écrivain qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui a eu maille à partir avec notre très sainte mère l'Église. A-t-il eu des accointances marxistes qui auraient pu l'influencer? Je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus s'il a lu Arendt et Gramsci. Il possède une maîtrise de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est donc possible. Le poète Gatien Lapointe, qui lui a enseigné, fort probablement a eu une influence sur lui. Et en ce qui concerne son rapport à la Révolution tranquille, tout ce que je sais, c'est que lors des événements d'octobre 1970, il s'était fait réveiller par un policier qui pointait sa figure avec une mitraillette. Il habitait alors à Montréal, je crois qu'on l'avait amené au poste de police pour l'interroger. C'est donc que la police le soupçonnait d'avoir des sympathies avec le FLQ, Front de Libération du Québec. Il connaissait bien Francis Simard, un des ravisseurs du ministre Pierre Laporte. J'ai connu moi-même Simard au début des années 2000. C'était un être adorable, un maniaque des livres. Il avait eu beaucoup de temps pour lire en prison. Il était très copain avec le romancier Louis Hamelin, un écrivain important au Québec. Je fais un petit retour ici pour donner quelques précisions sur cette expression « révolution tranquille », qui désigne en fait au Québec une période de réformes importantes et de modernisation de la société québécoise dans les années 60. Cette période manifeste une rupture par rapport à la période historique précédente qu'on appelle au Québec la Grande Noirceur, sous le gouvernement de Duplessis, période qui était marquée par la domination et l'influence de l'Église. La vie politique au Québec se caractérise alors, après la Révolution tranquille, par l'émergence du mouvement souverainiste indépendantiste. À propos de cette arrestation par la Sûreté du Québec, Yves Boisvert m'avait confié personnellement et m'avait confirmé les circonstances de son arrestation, auxquelles Guy Marchand fait allusion. Cet épisode lui a peut-être inspiré plus tard cette assertion, je cite, « Quand le poète n'est pas au monde, c'est qu'il est ailleurs. Il faut le trouver, dit la police. » Quant aux influences éventuelles d'une critique marxiste, il apparaît que la Révolution tranquille a vu se développer dans les années 60 à travers les revues Liberté et Parti pris, une revendication pour une critique moins impressionniste et plus scientifique, capable de justifier
le nouveau concept de littérature québécoise. En témoigneront par après les revues Études françaises, Études littéraires et Voix et images du pays, qui publient des critiques québécois formés en France et qui, je cite, impriment à leurs travaux sur la littérature québécoise des exigences théoriques, liées aux grands courants de la critique contemporaine. La sociologie marxiste de Georg Lukács et de Lucien Goldman inspire Jean-Charles Falardeau. André Brochu applique au texte québécois la thématique structurale de Georges Poulet ou de Jean-Pierre Richard, eux-mêmes nourris par les travaux de Gaston Bachelard. Gérard Bessette transpose la méthode psychocritique de Charles Mauron à l'étude d'écrivains québécois. Dans chacun des cas, la critique littéraire s'appuie, pendant cette période, sur le prestige nouveau des sciences humaines pour rompre avec les vieilles méthodes de l'histoire littéraire et de la critique traditionnelle. Il s'agit à la fois de dégager les structures profondes des œuvres sur le plan thématique ou formel et d'élargir leur interprétation en les rattachant tantôt à de grands mythes universels, tantôt à des idéologies qui renvoient au contexte historique et social du Québec. Cette nouvelle critique se développera de façon beaucoup plus large encore au cours de la décennie suivante. Enfin, la fréquentation des écrits d'Arthur Buyès, contemporain d'Octave Crémazie, montre qu'Yves Boisvert fait bien partie à sa manière de l'histoire littéraire d'une nation en train de se construire. La période, en effet, qui va du début du régime anglais à la fin du XIXe siècle, présente une série de textes souvent épars dont le dénominateur commun est de servir à construire la nation et de façon plus immédiate de s'adresser à un lecteur d'ici, du Québec. Le Parti patriote et les Fils de la liberté, qui réclament en 1834 une indépendance de la colonie francophone du Canada, le font d'un point de vue culturel, linguistique et politique, et suite au rejet de leurs revendications par la Grande-Bretagne, passe à une action armée qui, mise en échec, conduit au rapport Durham en 1839, prônant l'assimilation pure et simple des francophones par la majorité anglophone du Canada. Buyès et Crémazie sont des représentants de cette littérature francophone à vocation politique, renforcée par la nouvelle vision du monde romantique selon laquelle le poète, sans être forcément un âge comme en France, se sent désormais investi du pouvoir d'éclairer et d'unifier sa patrie. Quant à Louis Hamelin, 1959, il fait partie d'une génération d'écrivains postmodernes à laquelle appartiennent aussi Yolande Villemer, Sylvain Trudel, Guillaume Vigneault, Christian Mistral, Victor Lévy-Beaulieu, Gaétan Soucy ou Nicolas Dickner. Leurs écrits, d'une architecture complexe et avec un goût certain pour les jeux formels et la question de l'identité subjective, se déroulent sur fond de violence, de chaos, de rupture et d'errance. Ces œuvres sont le reflet d'une crise à la fois de civilisation et d'une identité nationale contrariée. L'œuvre d'Yves Boisvert fait donc partie d'une tendance pamphlétaire et polémique présente dans la littérature québécoise, dont témoigne au début des années 60 déjà la revue Parti pris. Les textes des jeunes intellectuels de Parti pris, élaborés autour de l'agonistique et du polémique, théâtre de violence et de lutte entre classes et entre valeurs à l'intérieur du champ social, représentent un cas singulier de la parole pamphlétaire québécoise circonscrite au contexte des années 1960. La visée politique révolutionnaire mise de l'avant par la revue
est certainement celle qui a réussi le mieux à regrouper ses membres autour de l'identité québécoise, politique, économique, littéraire, artistique et culturelle. Parmi eux, Paul Chamberlain, dont les textes varient de l'éditorial à la poésie, et Pierre Vallière, avec son essai autobiographique « Nègre blanc d'Amérique », sont peut-être les plus représentatifs de leur époque et des enjeux autour desquels gravitait la génération parti pris. On ne peut comprendre l'œuvre d'Yves Boisvert sans en référer au contexte historique et politique de l'époque. Quand Pierre Vallière écrit « Nègre blanc d'Amérique » en 1968, on est en pleine période de décolonisation. Albert Memmi a publié « Portrait du colonisé » en 1957 et Frantz Fanon « Les damnés de la terre » en 1961. Au Québec, les intellectuels qui lisent et écrivent dans les revues de la période, Parti pris par exemple, sont séduits par la possibilité d'articuler un discours socialement plus égalitaire, voire socialiste, ou en tout cas dit de gauche, et un discours nationaliste. Le nationalisme, fort critiqué depuis la Deuxième Guerre mondiale, ailleurs parce qu'associé au fascisme et à divers mouvements conservateurs, et au Québec parce que manipulé par Duplessis, le nationalisme donc pouvait, dans ce nouveau contexte de décolonisation, devenir un discours émancipateur. Pour construire le Québec dont ils rêvent, les intellectuels des années 60 offrent à leurs contemporains une certaine lecture de leur présent, mais aussi de leur passé. Ces représentations, ces constructions symboliques ne visent pas à décrire nécessairement la réalité. L'objectif est plutôt de rassembler, de mobiliser, de faire agir un groupe donné, en l'occurrence les Canadiens français, que l'on a commencé à désigner comme québécois. Le livre de Vallière, bien qu'historiquement critiquable, à propos du parallélisme qu'il établit entre la condition des Noirs américains et celle des Canadiens français, leur histoire respective, bien sûr, étant assez différente, était au programme des lectures dans les cégeps des années 70. Il a donc exercé une réelle influence dans la construction d'un mythe fondateur pour le mouvement indépendantiste québécois qui succède à la période de la Révolution tranquille. Et l'on ne peut nier que jusqu'alors la condition des Canadiens français était économiquement et socialement inférieure à celle des Canadiens anglophones. Je cite, « Comparé à d'autres groupes ethniques, les francophones sont moins riches, moins souvent propriétaires de leur logement, moins bien payés pour les salariés, ou encore propriétaires de plus petites entreprises, etc. » Et l'on a vu plus haut que dès 1839, les rapports de force politique au Canada n'étaient pas en faveur des francophones, bien au contraire. L'influence exercée par l'ordre orangiste sur la société canadienne, par exemple, était puissante. Elle visait à éradiquer la langue et la culture française aussi bien que le catholicisme. Quant à l'influence de l'Église catholique sur la société, elle fut étouffante jusqu'à la fin du régime de Duplessis, bien que le rôle des jésuites ait permis de maintenir la langue française dans certaines provinces du Canada. Mais l'Église contribua surtout à exercer une censure intellectuelle. Je cite, « Recteur de l'Université Laval, Monseigneur Camille Roy indiquait aux établissements d'enseignement dans son manuel de littérature canadienne-française les livres à lire et à proscrire. Parmi ces derniers figuraient ceux d'Arthur Buyès et de Jules Fournier. Lire, d'ailleurs, la majorité de la population n'avait aucune chance de pouvoir le faire. Les collèges qui détenaient les clés du savoir ne leur étaient pas ouverts.
Cela étant, vrai à plus forte raison pour les femmes. Le peuple était prié de s'en tenir à la lecture du petit catéchisme, dans lequel nécessitait moins d'être lu qu'appris par cœur pour ensuite être amené. Entre collages surréalistes, mélange formel, formule choc, utilisation d'un langage populaire et d'expressions typiquement québécoises, critique sociopolitique et lutte des classes, quelques titres choisis dans l'œuvre d'Yves Boisvert témoignent d'un impact indéniable dans le parcours d'écriture de l'auteur de cette problématique pamphlétaire. Je commencerai par un des premiers livres, publié avec Bernard Posier et Louis Jacob en 1977, Manifeste, jet, usage, résidu. Puis Gardez tout en 87, qui a obtenu le prix du Journal de Montréal, et à partir duquel le cinéaste Robert Desfonds réalisera le film « Je ne suis pas rocker, j'écris ». Aimez-moi en 94, Poème de l'avenir, la même année. Les nouvelles de Le Gros Brother, paru chez XYZ, un des éditeurs auxquels Yves Boisvert est souvent resté fidèle. Bang, écrit à l'issue des attentats du 11 septembre 2001 à Manhattan. Roman de la poésie. Et puis une trilogie devenue culte, Les cultures périphériques, publiée aux éditions Tard Le Sabor, dirigée par le plasticien Denis Charland. 3 titres. Les Chawins, paysages d'une mentalité, La pensée niaiseuse ou les aventures du comte Diderot et Mélanie Saint-Laurent. Les Chawins n'est pas un roman. Il raconte plutôt une histoire ou une série de petites histoires au sujet des déshérités surgis du fond de ce qu'on appelle au Québec les rangs de campagne, c'est-à-dire les chemins qui montent perpendiculairement depuis une rivière ou un fleuve et qui délimitent des parcelles. Donc de ces déshérités surgis du fond des rangs de campagne. Magua, Bozo et autres sans dessin peuplent le tiers-monde de l'arrière-pays, où la mentalité minoritaire vaut ce que vaut le territoire, du sable, du débris, de la rouille, nous dit Yves Boisvert à propos de cette population décrite dans le volume de cette trilogie hors du commun. Venu de l'avenir, Yves Boisvert, écrivain depuis 1973, fut également un des fondateurs du Festival international de la poésie, pour lequel il travailla pendant quelques années. Il vécut ensuite à Montréal, puis à Sherbrooke, avec sa compagne, Diane Gagnon, diplômée en arts plastiques et en graphisme, discipline qu'elle a longtemps enseignée. Et leur collaboration artistique a produit, avec la trilogie que je viens de vous citer précédemment, une œuvre singulièrement impertinente, décalée et sans équivalent. Nul ne s'y est trompé, puisque de l'aveu du poète lui-même, ainsi qu'il me l'a confié sur le mode de la boutade, la critique en art visuel au Québec a salué le travail du poète sans dire un mot du travail de l'artiste visuel, quand la critique littéraire soulignait, quant à elle, avec éloge, l'inventivité de la graphiste, sans dire un mot sur le travail de l'écrivain. Symptôme révélateur, s'il en est en tout cas, d'un malaise dans la lecture et la réception de ces œuvres qui échappent à toute classification académique, mais qui inventent un langage parfaitement coulé dans celui de nos sociétés publicitaires et faussement démocratiques pour en décoder les mécanismes de fonctionnement sur des modes plurivoques où le détournement de sens et l'humour conduisent à saper le discours de la propagande sociale et mercantile et les faux semblants de la société canadienne, mais aussi occidentale. Je cite ici Yves Boisvert. « Si l'horrible bouffon multiplie les relations économiques avec un boucher dogmatique, il enrichit le boucher
et ceux qui n'ont pas accès à la viande se mangent entre eux. Dans cette trilogie, Boisvert ne me semble nullement dévier de sa trajectoire initiale qui a toujours assigné à l'écriture la mission d'augmenter la conscience critique et ne s'est jamais réduite à l'exercice pur et simple de l'esthétique et d'un nombrilisme artistique. Pour celui qui considère, je cite, que la grammaire, c'est quand même plus nécessaire à la vie de tous les jours que l'argent, que les poèmes profonds aujourd'hui font chier, et qui affirme que la poésie est un mime qui ne cadre pas avec l'espace qu'on lui accorde, et qui affirme que la poésie subsidiée et formatée en vue de sa subsidiation est de l'ordre de ce que les surréalistes ont appelé littérature, une parole qui se couche pour mieux mériter sa pitance. Extrait. On écrit des poèmes obscurs et très profonds, volontairement profonds, avec des cordes secrets et des passes de syntaxe pas possibles à l'usage exclusif des initiés et des infirmes. L'incompréhensible, l'obscur, le secret, le compliqué, le tortueux, l'élaboré, le codé, l'inabordable donc, est plus payant en termes de devise canadienne que ne l'est le texte sincère, quétaine, démocratique, éducatif, culturel, honnête, informatif, correct, quelconque. L'administration de la culture et des loisirs ne fonctionne pas autrement que l'administration fiscale ou l'administration pénitentiaire, nous dit Yves Boisvert. Elle a ses propres critères de sélection et de cooptation afin que l'ordre règne. Il écrira encore à ce propos, dans un ouvrage qui casse une fois de plus les codes du genre littéraire, je cite, « La poésie, ça ne valait pas son encre ni son papier. Tout poème était traduction d'une hantise du paysage, c'est-à-dire complaisance dans la métaphore. À cette époque, la typologie romanesque couvrait la totalité du spectre thématique, de l'autobiographie au roman d'anticipation, en passant par le policier, court-circuit avéré et le récit de mœurs. C'est forcé. Il devenait loisible d'introduire n'importe quelle question et l'on trouvait forcément réponse à tout. La trilogie d'Yves Boisvert paraphe de la manière la plus éclatante un chemin littéraire qui a sa pertinence dans l'histoire même d'une littérature de la rébellion. On l'a vu, celle-ci puise ses racines dès le XIXe siècle dans la revendication d'une identité francophone, dans le Canada devenu anglais, et l'émergence d'une première série d'œuvres littéraires destinées à fonder cette identité nationale francophone. Elle se poursuivra après la Seconde Guerre mondiale avec le mouvement Refus global. Refus global était un manifeste artistique publié secrètement en 1948 à Montréal par les automatistes aux éditions Mitra Mythe. Le mouvement regroupait les peintres Marcel Barbeau, Jean-Paul Riopel, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau et Marcel Sorel, les écrivains Claude Gauvreau et Thérèse Renaud, les danseuses et chorégraphes Françoise Sullivan, Françoise Riopel et Jeanne Renaud, la designer Madeleine Arbour, l'actrice Muriel Guilbeault et le photographe Maurice Perron, de même que le psychiatre et psychanalyste Bruno Cormier. Le rédacteur du manifeste, Paul-Émile Bordua, remettait en question les valeurs traditionnelles de la société québécoise, comme la foi catholique et l'attachement aux valeurs ancestrales, rejetait son immobilisme et cherchait à établir une nouvelle idéologie d'ouverture sur la pensée
universelle. Il considérait alors que le surréalisme ne peut coexister avec le dogme religieux et désirait plus que tout se soustraire aux contraintes morales afin d'épanouir sa liberté individuelle. Les fondements du mouvement surréaliste et les outils psychanalytiques constituent les bases idéologiques de l'automatisme. À l'encontre des surréalistes, les automatistes préconisaient cependant une approche intuitive expérimentale non représentative, conduisant à un renouvellement en profondeur du langage artistique. Les premières œuvres résultant de ces expériences s'apparentent à l'expressionnisme abstrait, malgré l'absence de lien formel entre les groupes montréalais et new-yorkais. Dans les années 60, les revues Liberté et Parti pris, auxquelles nous reviendrons plus loin, poursuivent ce mouvement contestataire au sein duquel se détache la voix forte de Claude Gauvreau. À la toute fin des années 70 se fait florès le slogan « No Future », décennie marquée par l'accroissement dans le monde des tensions géopolitiques et l'émergence déjà du terrorisme. Le manifeste de Posier, Boisvert et Jacob s'inscrit dans la lignée de la poursuite de cette agitation en témoignant du désenchantement d'une génération post-Woodstock qui constate la faillite des utopies sociales précédentes et porte un regard sans complaisance sur le postmodernisme et les chapelles littéraires de l'époque. Je cite: « Aujourd'hui, la période dite formaliste baille à son tour ses derniers points de suspension. On a tant écrit sur l'auteur écrivant son texte que le lecteur n'a plus rien à y faire et le scripteur plus rien à y mettre. Côté contenu, il est désormais évident que toute revendication est inutile et dérisoire, tant les structures sont figées et l'indifférence bien entretenue. » Dans ce volume collectif, Tilt, manifeste 1977-1980, dont la publication a été encouragée par Cassien Lapointe et qui reprend des textes inspirés par une décennie de désobéissance et de contestation révolutionnaire au Québec, on peut lire de même: « En 70, c'était encore le temps du pays et de l'amour, même si souvent il s'agissait de l'amour du pays. En ces temps-là, la parole dominait toujours le crayon, le discours est là à rendre volet bas, un même diapason pour le même espoir. Depuis quelques années, après en avoir beaucoup parlé, on a fait don de ce thème-là à quelques politiciens qui maintenant s'embourbent à ne savoir que faire de la voie qu'ils ont prise. » La critique adressée par le duo Gagnon-Boisvert à la société de consommation canadienne dans les Chouins, La Pensée niaiseuse et Mélanie Saint-Laurent, succède au désenchantement d'une révolution avortée et tourne ses armes contre une société hyper-capitaliste en voie de globalisation. À travers les deux premiers volumes, cette œuvre analyse, après l'opposition politique et culturelle qui caractérisait le débat précédent entre anglophones et francophones et dont témoignaient les poèmes de l'avenir, les deux faces de cette nouvelle exclusion générée par la globalisation, les déclassés et les assimilés économiques, quelle que soit leurs appartenances sociales et linguistiques. Elle fait la synthèse entre les thèmes de l'aliénation sociale, politique et économique, et n'est pas déconnectée des textes antérieurs du poète, comme ceux de Garder tout. La critique et la conscience sociopolitique sont omniprésentes dès le début dans l'œuvre du poète. Son écriture épouse la vie et un destin aussi bien individuel que collectif. Il ne peut y avoir de déréalisation dans l'attitude de l'écrivain, qui est le témoin et le séismographe de son époque. Non plus prophète ou mage,
mais inscrit au cœur de son temps, il revendique son droit à la conscience et à la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien de l'actualité et du monde où il vit, autant que lui-même le matériau de son poème. D'où chez Boisvert un rejet féroce de toute écriture égocentrée, genrée ou de la tour d'ivoire. Il manifeste une attention particulière au phénomène du déclassement, produit et source de violence extrême. Un voisin, Plataf, collectionne les bouchons de bouteilles et jongle à faire des coups de Plataf d'un bord et de l'autre, dans le genre mettre du courant sur la clôture quand un enfant parle d'aller pisser, placer une litière de chatte en haut d'une porte entrebâillée sur invitation du notaire à venir manger de la perdrix, installer un wire d'acier à 4 pieds au-dessus du chemin dans le bas d'une côte, éparpiller des feuilles d'érable sur des planches pourries au-dessus d'un puisard. Un gars qui ne s'en attend pas et qui pensait prendre une marche par une claire journée d'été, il prend une méchante débarque. C'est par le fait qu'il faut se rendre utile. Il faut se rendre utile à quoi? Ça ou d'autres choses. Il faut qu'une personne serve. Canadian Tire, là-bas, empile des marges de profit, les employés de bingo font du temps double, d'autres revêchent, s'obligent à aller porter les chiens au chemin pour venir à bout de les faire japper. Se pensant plus fin que la moyenne, les directeurs de compagnies d'assurance détruisent la vie des nouveaux mariés sur des perrons d'hôtels de ville. Vonette, Plataf et Grozzo n'ont pas à badrer avec une risée pareille. Aussi bien caler un gallon de vin en rotant du blé d'Inde à la face ahurie des fidèles, massé au balustre, pisser dru dans les quenouilles aux luaisons obsessives, où il y a un homme qui travaille aux chiottes en attendant que le frima passe au travers des murs et que les boss de l'univers baissent le bras de la boîte de courant. Cette critique et cette conscience sociopolitique ont pour trait commun quelques thèmes essentiels, dont celui du rapport à l'autre et aux périphéries. Le rapport à l'autre, d'abord. Toute communauté exerçant une forme d'impérialisme et de domination à l'égard d'un autre ensemble opprimé, ou toute communauté, ou tout individu présentant un double visage en fonction des circonstances et de ses intérêts, comme en témoigne son poème « L'autre », mais aussi la pensée niaiseuse qui fait suite au chaouin et qui est ce que, je cite, l'autoroute est au rang de campagne, le bungalow de famille à la cabane à Wabo, l'assimilation à la différenciation. Le rapport aux périphéries, ensuite. Il n'y a de périphérie que par rapport à un centre hypothétique, et il s'y joue une dialectique sur plusieurs plans, ce dont témoigne la mise en page même du premier texte figurant dans les chaouins, nos bêtes. Quand, je cite, la vie chouine s'étale dans le délabrement, fin de citation, la pensée niaiseuse est la marque distinctive d'une servilité intégriste inégalable. Assimilation ou différenciation sont ainsi les deux faces d'une même farce. Je cite, « En attendant que les terroristes du commerce mondial en aient vraiment pour leur argent, tous les poètes naissent, vivent et meurent inégaux. » Ce rapport à l'autre possède des dimensions éthiques, politiques, historiques, mais aussi esthétiques. Qui dit rapport à l'autre dit en effet en même temps rapport à la différence, à l'analyse des processus d'exploitation, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles ou linguistiques. Et d'un point de vue linguistique, précisément, Boisvert mêle à son français d'élocution et expression d'un langage populaire, le joual. Non pas aussi systématiquement que des romanciers comme Régent Ducharme ou le dramaturge Michel Tremblay qui sont passés maîtres en la matière, ni même
linguistiquement régionaliste, comme le style de Victor Lévy-Beaulieu, inspiré par la région des Trois Pistoles et de l'îlot basque. Boisvert recourt, lui, au langage populaire, dans la mesure où ce langage fait partie des cultures périphériques, donne une valeur d'authenticité à son parler poétique et s'oppose, à l'intérieur d'une langue française standardisée, aux valeurs d'une identité nationale fantasmatique. Le joual, parlé par une majorité de Québécois des classes populaires, pose toutefois un problème en matière de réception des œuvres littéraires qui l'intègrent partiellement ou complètement à leur dispositif d'expression. Soit parce qu'il témoigne d'un régionalisme avéré ou revendiqué, soit parce qu'il est incompréhensible pour les lecteurs des autres pays francophones. L'importance de la question de la langue et des particularismes est singulièrement illustrée dans le plus récent livre publié à titre posthume de Yves Boisvert, je cite. « Les particularités lexicales sont des microbes que les langues nationales pourchassent pour le compte des différents impérialismes de l'âme. Qu'est-ce que l'âme ? C'est tout ce qui se fait et qui n'est pas du domaine des œuvres. C'est des poumons qu'on met dans des pieds pour réapprendre à marcher à même les falaises. » Fin de citation. L'impérialisme politique ou la dominance économique sont des facteurs d'éradication des parlers périphériques. La culture standardisée et sa langue de bois, de leur côté, s'opposent à la singularité et concourent à l'éradication du poétique. Je cite. « Les poètes baisent la langue par amour de la langue, pour cette nuance infime qu'elle fait s'ajouter à l'inertie, quand tout semble pris en bloc dans l'insondable néant des choses. Il baise la langue et la langue le baise. Le néant se remplace à mesure que, s'en servant, on en éprouve la désuétude. Au poète, le poids des mots ne vaut rien, au contraire, il voudrait passer d'un mot à l'autre comme par magie et voir une page écrite comme on voit s'éloigner un mur face auquel tout était à perdre. Il ne veut pas parcourir le chemin, le dédale, le désert pour en savoir un peu plus long sur la merveille ou la saloperie. Non, il ne veut pas en savoir plus long, il en sait toujours déjà trop sur tout. Il lui arrive de prendre la foule pour un désert mitraillé par des monstres venus des lointains espaces intérieurs auxquels personne ne croit. La foule prend la langue pour un fait, or elle n'est pas un fait. À la différence des autres, le poète monte en épingle ce que tout le monde règle à l'amiable. Et il lui arrive de changer la nature d'un mot à des fins personnelles et de détourner le sens d'un énoncé afin d'échapper aux sanctions qu'une utilisation normative de l'énoncé ne manquerait pas d'enclencher. Fin de citation. Le thème de la domination et de l'exploitation n'est pas abordé seulement du point de vue économique ou culturel ou linguistique. Dans un livre comme Bang, par exemple, écrit au lendemain des attentats contre les Twin Towers à Manhattan, le 11 septembre 2001, le poète pose la question. L'autoritarisme serait-il une source de terrorisme ? Ces poèmes pamphlétaires sont écrits depuis le point de vue du dominateur, je cite. Alors, à l'heure passablement matinale, où l'on aligne des colonnes d'impostures chiffrées, bang! Mes anciens élèves reviennent défoncer mes écoles, je suis bien obligé de traquer qui me défie, qui me fait peur, qui me fauche des joueurs sur toute la planète. Que voulez-vous ? Ils font appel à des images coup de poing, au sarcasme, à l'ironie, à des procédés stylistiques destinés à susciter chez son lecteur une réflexion sur l'hégémonie des puissants et la réaction que celle-ci provoque chez les opprimés. Et sans exagérer outre mesure, en suivant la réflexion de Boisvert, on pourrait dire qu'un lien logique et symbolique est établi entre le projet Manhattan,
celui de la construction de la première bombe atomique que les USA larguèrent en 1945 sur Hiroshima, et la destruction des Twin Towers à Manhattan par Al-Qaïda un demi-siècle plus tard, version cheap d'une apocalypse programmée. Le poème L'autre, précédemment publié en édition limitée chez Cobalt, clôt ce recueil, Bang, en contextualisant cette réflexion sur les rapports de dominance au sein de la société canadienne, en zoomant du global, l'Occident, vers le particulier, le Canada, le Québec. Yves Boisvert, dit le critique Régent Bonenfant, est comparable aux anges vagabonds décrits dans son roman du même nom par Jack Kerouac, dont on célèbre cette année aussi le 100e anniversaire de la naissance. Sorte de moines égarés dans la foultitude et faisant partie d'une diaspora du rêve et du désir à laquelle appartiennent, selon lui, d'autres écrivains comme Allen Ginsberg, Denis Vanier, Charles Bukowski, Antonin Artaud, toute personnalité irréductible, rebelle définitivement. Je cite, « Ça c'est crêpé le chignon. Ces gens-là, ça mange avec leurs doigts, chacun jouant le rôle du Christ à tour de rôle. Et puis, ça ne s'assoit pas, ces gens-là. Ça ne se met pas à genoux non plus. Avec eux, j'ai lentement appris à vivre debout, écrit le chroniqueur. » Et Bonenfant de citer cet extrait d'entrevue accordé à l'éphémère revue Nouaison par le poète des Peaux aliénées, afin de comprendre les ressorts biographiques qui font un destin. « J'ai été étranger au monde, dit Boisvert, pendant les premières années de ma vie. J'ai eu un accident et j'ai été biologiquement considéré comme mort par la médecine. Ce n'est que par miracle que finalement je suis ressuscité à l'âge de 3 ans. Le curé, les sœurs, les frères, les pères, les parents catholiques et campagnards, les familles avec lesquelles je vivais ont dit que pour payer ma dette aux divinités qui m'avaient sauvé, je devais avoir une vocation. J'étais destiné à devenir missionnaire en Afrique. Il fallait que je paye de ma vie. Cette vocation s'est transformée en vocation d'écriture. C'est une réponse à un appel qui ne vient pas de la société. Cette vocation qui est devenue une œuvre, une voix qui compte, a été saluée par beaucoup. Un des témoignages les plus éclairants sur l'œuvre et sur l'homme est sans doute à trouver dans un entretien qu'il accorde au poète, qu'a accordé le poète à Gérald Gaudet. Boisvert confie qu'il a, je cite, un rapport physique, épidermique même, au monde. Je suis en guerre, dit-il, et cette guerre, je l'exprime sous forme de course qui ne mène nulle part et qui est une pure perte d'énergie. Moi, je ne consomme pas la vie, je la dépense. Je suis en état de perte constante. Les racines de Boisvert sont doubles, comme est double l'identité politique et socioculturelle du Canada, qui a aussi fait œuvre d'amnésie quant à ses populations autochtones. Les racines de Boisvert sont de la campagne et de la ville, des cantons de l'Est et de la Mauricie, de la montagne et de la plaine, qu'il fréquente alternativement. C'est anthropologique, dit-il. Je ne pouvais pas passer 5 ans sans voir le lac Mégantic, la rivière Saint-François et le centre-ville de Sherbrooke. Mais j'ai besoin de la plaine, parce qu'il est difficile de toujours se battre contre les montagnes, les buttes. Pour Yves Boisvert, il n'y a pas un seul mot qui mérite d'être dit si ce mot ne contient pas à la fois sa propre vie et sa propre mort. Il ne fait pas de littérature et réfute que l'on puisse être un professionnel de la poésie, qui est fondamentalement pour lui un art de l'ordre de l'urgence et d'une intensité maximale. Boisvert est aussi fondamentalement de l'arrière-pays, de l'autre côté de la traque, comme il dit. L'âme chouine qu'il a su si bien dépeindre, je cite, c'est le refus de pourvoir, le refus
de la domination sous toutes ses formes, le refus de l'autorité, le refus de participer à quelque chose de constructif dans la vie. C'est le refus de se faire avoir, le refus de se faire embarquer, de se faire exploiter. S'il a su si bien dépeindre dans toute son œuvre, et particulièrement dans les Chahouins, le milieu des déshérités et des laissés pour compte, avec une vérité ethnographique qu'il convient de souligner, c'est que ses racines personnelles plongent dans cette catégorie de la population. Là encore, sur le plan de son histoire personnelle, le poète habite une double identité. Je cite : « Je ne viens pas du centre-ville, je viens de l'arrière-pays. J'ai été élevé dans les parages où les touristes ne passent pas. J'ai été bien éduqué, mais j'ai été déshérité. Je voulais montrer le pas montrable. Je voulais créer un équilibre entre ma brève carrière universitaire et mes origines de pauvre. Le milieu d'où je viens, c'est celui des coureurs de bois, des braconniers, des ramasseux de n'importe quel truc qui traîne, des papanteux. » Bruno Roy célébrait le poète dans ce fort portrait, et j'en termine. Son écriture, dit-il, là réside si peu son conformisme. Là où une fureur délinquante, sur un fond de siècles désabusés, versant de celui qui commence, donne la parole aux polémiques. Là bourlinguent sur des routes désespérées des métaphores déchirées par des envies combinées de violence et d'amour. Dans l'état brut de l'indignation, le poète blessé mais toujours vivant cherche son chant. Son cri de Chahouin, la voix des autres déshérités, porte la justice au bout de ses bras. Cette justice-là repose sur un profond sentiment d'humanité, sur un respect équivalent de chaque individu, car nous sommes tous confrontés en définitive au même problème, celui de la survie, celui de la finitude, celui de l'exploitation. De quel côté sommes-nous ? À cette échelle-là, il importe de bien noter, comme le poète nous y invite dans l'un des poèmes de Pang, que certains ont tendance à oublier qu'une personne morte égale n'importe quelle autre personne morte. Mais pour compléter cette lecture, pensons aussi que du côté de la vie, comme Boisvert nous le souffle, d'en garder tout. La poésie, c'est un peu la liberté, et on n'est pas obligé de suivre les règles à la lettre. Sans ça, on serait tous pareils, semblables, équivalents, et ça prend une petite différence de temps en temps. Yves Boisvert me manque.